Et donc cet après-midi, nous allons commencer par accueillir Edvard Kovač, qui nous propose un exposé qui est intitulé L'intrigue de l'altérité. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette aimable présentation. Merci pour l'invitation. Voilà, bien sûr, je suis gêné au bout de colloques si riches, plein de sens, des analyses subtiles, de revenir et de parler. Et comme dit Lévinas, chaque fois la parole devrait être aussi le témoignage. Et je voudrais plutôt témoigner par cette pensée si riche et carrément, humblement démontrer comment cette pensée de Lévinas a fait son cheminement, peut-être aussi sa déviation, je ne sais pas, dans ma propre philosophie. Donc, en abordant ce sujet-là, je crois que Lévinas nous prend toujours à renvers. Ça veut dire qu'il nous étonne par son accès, par son paradoxe. Même en tant que phénoménologue, on aurait pu s'entendre que lui-même, il choisit, écrit un livre comme Sein und Zeit, peut-être Totalité infinie, et qu'il revient constamment sur ce texte fondamental qu'il a écrit dans le commencement de sa maturité. Mais je crois que c'est quelque chose qui est le contraire. C'est son œuvre majeure, qui est autrement qu'être au-delà de l'essence, qui présente la clé de la compréhension de toute sa philosophie. Avec d'autres termes, n'est-ce pas, je ne pense pas faire une genèse de sa pensée, de l'intrigue de l'altérité qui s'est accomplie dans l'autrement qu'être, mais le contraire, partir par l'idée de l'autrement qu'être et montrer que tout ce qu'il a dit auparavant, c'est déjà le noyau de autrement qu'être, c'est déjà annonce de sa pensée, et aussi que les textes postérieurs, surtout le livre Comment Dieu vient à l'idée, voilà, ce n'est pas un achèvement, mais une explication de ce texte-là, le texte majeur. Deuxième chose, il faut que j'explique quelle est la notion clé que j'ai trouvée dans notre mot qu'être. Et en lisant plusieurs fois ce texte, et le mettre dans le contexte des autres écrits, j'ai choisi la notion ou l'expression intrigue. Et en discutant avec M. Lévinas, il a fêté ma thèse et il a dit « Je ne savais pas que cette expression avait une telle importance dans mon œuvre. » Voilà, il a dit ça avec le sourire, mais il m'a laissé libre parce que je me rappelle de mon premier rencontre avec lui, 81. Au bout de 2 heures, il a levé son index. Il m'a dit « Maintenant, il faut me critiquer. » Ce n'est pas une critique que j'ai faite, mais il m'a appelé à ma propre lecture de son œuvre. Et donc, comment je comprends l'intrigue? La notion d'intrigue, bien sûr, il y a ce qu'on pense, ce qu'on a déjà dit, c'est une déformalisation des concepts que nous avons eu jusqu'à Lévinas. Lévinas dit lui-même, par exemple, pour le visage, que le visage est réfractaire au concept. Je crois que la notion intrigue est encore plus celle qui fait éclater les concepts habituels. Et bien sûr, si nous ne sommes plus maintenant dans ce langage de la raison classique ou de concepts classiques, maintenant la question est telle, comment il garde cette intelligibilité. Et donc, nous voyons que dans son œuvre
euh, l'intelligibilité et la transcendance, l'enjeu est tel comment élargir le champ de la raison, garder l'intelligibilité et pourtant, n'est-ce pas, de quand même faire sortir la raison, pas simplement du rationalisme, mais aussi de la réflexion philosophique qui les précède. Et en cherchant, moi-même j'ai cherché voilà, comment appeler cette nouvelle pensée. Est-ce que c'est une affectivité, comme dit lui-même, dans la transcendance à l'intelligibilité? Est-ce que c'est le réveil? Est-ce que c'est l'anachronie? Est-ce que c'est le nouveau psychisme? Tout cela, il me semble légitime. La richesse de la pensée lévinassienne est telle qu'elle se offre à plusieurs interprétations, plusieurs achèvements, plusieurs continuations. Moi-même, j'ai choisi voilà, de le comprendre avec la notion antrique comme une nouvelle intelligibilité. Et comment je comprends maintenant cette intrique-là? Lévinas dit déjà dans Totalité infinie qu'il s'agit du rapport sans un rapport. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est une notion qui ne sort pas simplement d'un langage ontologique. Je vais revenir, voilà, parce que comme nous avons déjà plusieurs fois dit au colloque, il s'agit d'une pensée métalogique, en latin des inter esse, on n'est plus parmi les êtres. Et de l'autre côté aussi, il me semble que je dois souligner que la notion d'intrigue sort aussi de ce qu'on appelle la relation, même la relation interpersonnelle. Donc, c'est tout ce qui précède, si vous voulez, la conscience de mon être, logis, ou la conscience, ou la science de l'être, ou la conscience voilà, de mon existence, mais aussi ce qui précède, si vous voulez, à la relation. Ça veut dire la relation, bien sûr, de la responsabilité ou de l'accomplissement de cette responsabilité existe, mais elle arrive plus tard. Donc, selon moi, l'intrigue, ce n'est pas ce qui est originel, mais ce qui est pré-originel, ce qui est anarchaïque, ce qui n'a pas besoin du fondement, ce qui est avant le fondement, avant le commencement, et ce qui est, si vous voulez, l'origine d'origine, ou plutôt, si vous voulez, dans le langage phénoménologique, qui est l'essence du sens, ou peut-être la donation pure du sens. Voilà. Donc, la notion qui précède l'intrigue, n'est-ce pas, il me semble, c'est le nœud qui montre qu'il y a l'autre qui est le premier, qu'il y a l'autre qui est avant le même, c'est l'autre qui affirme l'ipséité, d'accord, mais il va encore plus loin, ça veut dire c'est autrui, n'est-ce pas, qui me précède, mais c'est autrui aussi, et je veux venir à cela, et ici il me semble qu'autrement qu'être au-delà de l'essence est très importante, qu'il ne cherche plus à sortir de moi vers l'autre, mais il trouve ce autre déjà en moi, ou qu'il a une phrase tellement importante pour moi, qui me fait penser à Saint Augustin, que autrui m'est plus intime que moi-même. Donc maintenant, je voudrais brièvement avoir 3 étapes de cette intrigue-là. D'abord, j'ai pensé de dire quelque chose sur l'intrigue métaphysique ou l'intrigue d'Exode, auquel je veux me référer, n'est-ce pas, annonce de Autrement qu'être dans Totalité infinie. Après, je parlerai carrément de l'intrigue humaniste dans Autrement qu'être. Et au 3e niveau, je dirais aussi l'intrigue religieuse, comment on peut appliquer aussi à la philosophie comme la religion.
Donc d'abord, l'intrigue métaphysique ou l'intrigue de l'Exode. Donc vous connaissez bien le livre, le texte qui a été écrit avant la guerre et que Jean-Jacques Roland a édité, c'est Évasion. Au commencement, Lévinas souhaite s'évader. Mais évader, pour moi, ce n'est pas encore faire l'exode, pratiquer l'exode, parce que quand on voudrait s'évader, on voudrait s'échapper de soi-même et aller n'importe où. La destination n'est pas claire, n'est pas choisie. Or, Lévinas, comme nous savons, quand il sort de soi-même, quand il exige que le moi sorte, il voudrait bien aller quelque part. Et donc c'est l'autre ou c'est autrui, voilà, qui est sa terre promise d'achèvement du soi. Donc, nous voyons d'une manière brève, la question était bien sûr très intelligente. Je vois ici un collègue qui va bien parler à la fin sur épistémologie, mais je crois qu'il y a toujours certains enjeux chez Lévinas de commencement. Comment comprendre, n'est-ce pas, comment intérioriser l'extériorité, l'altérité, comment l'apprivoiser, faire le sien intérieur et lui laisser le droit de rester autre, tout autre et étranger. Ça veut dire comment vivre, n'est-ce pas, cette extériorité en soi-même et comment ne la pas trahir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de la compréhension, ça veut dire de la prise, on dit en allemand Begriff, n'est-ce pas, du concept qui voudrait dire le tien, je tiens. Donc, mais en même temps, de ne pas retomber, si vous voulez, dans une irrationalité, même pas dans le mystique, et non plus dans un sentimentalisme. Donc rester, n'est-ce pas, fidèle à la philosophie et lui prêter à nouveau la chance. Et donc, nous savons que cette idée-là, pour lui, c'est de n'être pas à l'origine, si vous voulez, de la création de l'autre, n'est-ce pas, mais de carrément radicaliser la phénoménologie vers la corrélation. Ça veut dire que c'est l'objet de notre connaissance qui exige certain accès, et dans cet accès, il révèle soi-même. Et donc, quand c'est le visage qui m'appelle, ce visage qui exige l'accès, et nous savons cet accès au visage, c'est la responsabilité d'infini. Donc, tout cela est bien connu, au moins dans ce cercle-là. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette sortie de soi-même, n'est-ce pas, cet exode, ou ce voyage, ou ce rapprochement vers la terre promise, entre guillemets, vers le visage d'autrui, c'est fait grâce à son appel. Voilà. Ce n'est pas par ma propre capacité intellectuelle, mais il y a une intrigue d'exode que quelqu'un nous a appelés à la liberté, ça veut dire à la responsabilité. Quelqu'un d'autre nous a appelés de nous sortir de soi-même. Quelqu'un d'autre nous a réveillés. Quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, exige de nous insomnie. Et donc, j'étais très attentif à cette conférence, au colloque qui a parlé pas que d'ablative absolue, mais d'accusative absolue. Je crois qu'on peut introduire ici un autre cas de déclinaison qui est l'évocative. Vous allez m'excuser, autant qu'un slave, je dois dire que certaines langues slaves ont gardé encore l'évocatif vivant. Ça veut dire quand on appelle quelqu'un, on le met en vocatif, et c'est très très fort. Et c'est vrai que linguistiquement, nous voyons que c'est vocatif qui a chassé le nominatif, qu'il a remplacé, et parce qu'il s'est transformé en nominatif, il est disparu. Donc, dans ma langue natale,
ancienne langue, pour les pères, on dit otiets, vocatif était oce, et maintenant on dit pour nominatif oce. Mais les Croates, ils ont gardé cela, cette expression comme le vocatif. Donc si on parle des premiers cas, je crois que les premiers cas, c'est pas vraiment accusatif, on n'est pas tout de suite accusaté, mais on voit que l'exode commence par appel, par le vocatif, et pourquoi pas dire le vocatif absolu qui va devenir après une ipséité, ça veut dire qui va me donner mon identité, ou peut-être ce qu'il dit Lévinas, encore plus beau, ma vocation, ça veut dire voilà, accomplir la vie et la pensée dans ce monde. Voilà. Donc, maintenant j'avance. Je voudrais simplement dire que ce qui est intéressant, c'est que Paul Ricoeur, il me semble, soit comme l'autre, je crois qu'il a bien lu d'autres textes de Lévinas, il les a commentés, mais dans sa philosophie, je crois, il a vraiment profité de cette pensée de l'exode, n'est-ce pas, que c'est le voyage vers l'autre, la compréhension des autres, qui me donne ma propre identité, ou plutôt ipséité, la compréhension de moi-même. Et donc nous voyons, dès commencement, il va appeler cette réponse-là comme une réponse prophétique. On voit que cette éthique prophétique, c'est déjà Max Weber qui introduit à la sociologie, à la philosophie, mais Lévinas le comprend autrement, parce que c'est vrai, c'est la vocation prophétique. Bien sûr, on répond en accusatif, me voici, mais cet appel, cette vocation, me précède toujours. Elle est en moi, et donc il faut que je lui prête l'oreille, et en écoutant, il faut que je l'obéisse aussi. Donc, c'est que d'autres, ils ont bien souligné, le prophète est appelé quand il est dans le sein de sa mère, ou même avant qu'il soit conçu. Ça veut dire, avant que j'arrive à la conscience de moi-même, avant que j'arrive à ma vocation, avant que j'arrive à la réflexion, avant que j'arrive aux idées, même les concepts, je suis déjà appelé par la souffrance, la faiblesse, la pauvreté de l'autre. Donc je passe maintenant vers la deuxième partie, qui est la partie de l'intrigue que j'appelle l'intrigue humaniste. Vous avez souligné au colloque là, qu'il y a cette magnifique œuvre, l'humanisme de l'autre homme, qui les annonce, n'est-ce pas? Et que ce livre-là montre que le texte majeur de Lévinas n'est pas la conséquence de la polémique ou de critique de Derrida. Je crois aussi que l'année, en octobre 68, il a publié dans la revue philosophique de Louvain l'article La substitution, et ultérieurement il dit que c'est le noyau de son livre, et ce chapitre fut le germe du présent ouvrage, il dit lui-même à la page 125. Donc, qu'est-ce que je dois dire je ne voudrais pas polémiquer avec Derrida, mais peut-être, je crois que je garde une espérance, conviction personnelle, qu'ils font de magnifiques débats maintenant au ciel, Lévinas et Derrida, mais même ils ont fait les colloques ensemble, j'étais présent au Centre Sèvres à Paris, mais je crois qu'avant qu'il a discuté avec Lévinas, il fallait lire un peu vos textes, excusez-moi, que j'ai écoutés au colloque, parce que il utilise l'intrigue Derrida dans le sens du complot, en disant que Lévinas utilise la raison comme les complots, pour rentrer dans la philosophie rationnelle, pour la faire
éclaté, ou si vous voulez, que cette déformalisation ou cet éclatement de la raison ou cette folie, la graine de la folie, se fait à la raison même. Donc il y a un complot, un truc avec la raison auquel Lévinas il renonce après. Et donc Lévinas, comme vous savez, vous avez bien sûr lu le nom propre, sa réponse. Donc il dit que Derrida n'a pas compris que pendant l'événement du commencement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un barbier qui a rasé gratuitement les soldats en défait, et il ajoute, il a rasé gratis, et ça a été aujourd'hui. Donc pour les jeunes, avant la guerre, il y avait sur la porte des barbiers, demain on rase gratis, et ça a été toujours demain. Et cette fois-ci, ça a été aujourd'hui, il finit, c'est aujourd'hui le demain. Et donc, c'est ici, voilà, que Lévinas dit carrément que ce n'est pas dans le domaine de l'ontologie ou dépassement de l'ontologie qu'on va le comprendre, mais carrément par l'intrigue de la temporalité. Ça veut dire c'est aujourd'hui le demain. Ça veut dire un homme, sans savoir, il est porteur de l'avenir, porteur de demain. Et ce demain est en nous et en moi et dans les sujets à partir du moment où il est responsable, où il répond à l'appel de la responsabilité. Et donc, il y a le temps messianique qui fait une irruption au présent, qui sache, qui fait éclater le présent. Et donc, la tâche, si vous voulez, d'un philosophe, ou la tâche humaine, c'est de faire avancer cette l'arrivée absolue ou le futur absolu qui est présent, qui n'est pas présent, mais qui laisse les traces, si vous voulez, parmi nous et qui fait éclater le présent. Nous savons aussi que Lévinas, il est très iconoclaste, il fait le jeu de mots entre le présent et la représentation. Il fait même éclater à certaines manières, ou renoncer aussi la phénoménologie de la représentation. Il parle sur les ruines de la représentation, mais il se sauve par l'intrigue de la temporalité. Et au commencement, on a vu aussi, dans le temps et l'autre aussi, c'est l'intrigue de l'avenir, du futur, du temps messianique. Et après, dans ce texte majeur, donc c'est le passé absolu. Vous avez bien au colloque souligné ce jeu de mots, qui est plus de jeu de mots, c'est entre le passé, passivité et la passion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut recourir, on peut aller vers le passé, mais vers le passé irrécupérable. Ça veut dire qu'on trouve les traces de ce passé absolu parmi nous, on les retrouve, on les comprend, on les saisit, ça devient intelligible grâce à l'éthique, mais c'est un passé absolu qui reste toujours le passé, ça veut dire inaccessible, qui ne se donne pas à la possession, pas à la conceptualisation, non plus à la compréhension, à certaines idées, mais qu'il offre le sens, qui offre l'intelligibilité et qui guide cette grande responsabilité. Donc il y a une intrigue, si vous voulez, temporelle du passé, n'est-ce pas, qui exige aussi, comme nous verrons, après certaines intrigues entre jouissance et passion et la souffrance. Donc ce qui nous semble ici important, c'est que Lévinas, comme vous avez déjà dit, passe toujours de dit, n'est-ce pas? Il ne nie pas le dit, il ne nie pas ni l'ontologie, il ne dit pas la conscience, mais il nous demande de recourir, de revenir, de chercher ces traces-là, et au nom de cette
de ce sens du passé irrécupérable, comprendre aussi ce que nous sommes, ce que nous avons à dire, ce que nous avons à faire. Donc, si vous voulez, il y a un truc que le dire nous précède avant le dit, n'est-ce pas, que le passé reste en nous, même dans l'instant de notre vie, et bien sûr que cette possibilité de souffrir pour l'autre, mais qui n'est pas quelque chose, comme vous allez bien souligner, un dolorisme, mais qui est un don, une disponibilité au-delà de notre intérêt qui se manifeste. Après l'intrigue du temps, voilà. Donc il y a bien sûr l'intrigue que j'appelle l'intrigue de la gratuité. Vous avez mentionné aussi cette belle expression désintéressement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, cette fois-ci, il n'y a pas d'intérêt non plus moral. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas faire de texte de Lévinas un moralisme. Et ici, Derrida, il a raison de dire voilà, que l'éthique de Lévinas est une métaéthique, donc ce n'est pas encore élaboré le principe, mais c'est un sens, ou une orientation, ou un appel, un très grand rigorisme de la pensée, une cohérence énorme. Donc nous ne sommes pas dans une philosophie négative, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à agir. Non, il y a quelque chose à dire, bien sûr, mais au nom, si vous voulez, de cet appel ou cette vocation unique, au nom de cette individualité énorme. Et dans un de mes écrits, je crois qu'il y a cette intrigue de Hecheitas, que John Duns Scotus a bien élaboré. Il y a donc une élection de la responsabilité, il y a une unicité énorme qui n'est pas transmissible et qu'il n'y a que le sujet qui est capable de comprendre, réaliser ou de le suivre. Et donc, on voit que dans ce désintéressement, n'est-ce pas, il y a une gratuité. Ce que vous avez souligné déjà, c'est que cette gratuité, cet don du sens, n'est-ce pas, oriente, n'est-ce pas, aussi nos rapports aux autres êtres qui existent aussi, mais ils ne donnent pas le premier sens. Le premier sens dans ce don du sens gratuit de donation pure. Et c'est pas par hasard si Lévinas dans Éthique infinie, il dit quand il parle des esgib de Heidegger, il dit qu'ils ne sont pas la générosité de l'être. Donc on peut appeler cela la pure générosité. Dans un de ses dernières interviews, Lévinas dit qu'il est fier de déjà 50 ans auparavant. Il a parlé de la bonté, de l'amour. On sait que pour lui, ces expressions sont galvaudées, il ne les répète pas, mais on peut deviner que cette donation d'amour n'est pas un combat, si vous voulez, d'une stratégie morale, de mœurs ou culturelle, mais c'est une acceptation. Voilà. Il y a aussi l'intrigue entre le corps et l'âme, n'est-ce pas, entre corps et Leib, le corps et la chair. Ce qui est important que Lévinas montre dans ses analyses anthropologiques, si vous voulez, que la jouissance en elle-même porte un éclatement, un sens de la gratuité, et que dans ce sens gratuité, elle dépasse la jouissance, la volupté, elle dépasse cette sensibilité corporelle de la peau, et elle se ouvre vers la sensibilité éthique, et que c'est cette sensibilité éthique qui donne le vrai sens aussi à l'âme, à la chair. Dans ce sens-là, n'est-ce pas, il n'est pas gêné de faire une très belle analyse de la caresse, mais qui est opposée à la volupté, parce que par la caresse, par ce rapport du corps, qui n'est pas un rapport, parce qu'on est retenu, on touche ce qui n'est pas touchable, ou
on n'essaie même pas de toucher. Donc toute cette intrigue entre le corps et l'âme est magnifique parce que l'âme, ou si vous voulez, ou cet esprit, ou cette éthique, sensibilité éthique est déjà cachée dans l'intrigue du sensible ou l'intrigue, si vous voulez, corporelle. Pour avoir la possibilité de faire le débat et que vous puissiez bien sûr m'accomplir, j'ai conclu avec l'intrigue religieuse. Il dit dans son interview Éthique infinie qu'il y a aussi la philosophie comme la religion, mais à nouveau, il faut comprendre bien dans l'optique de texte autre mot que être, donc il ne s'agit pas d'une relation, d'un cordon entre la terre et le ciel que la religion nous offre par le rite. Pour lui, il s'agit de la religion, autant que la philosophie, de l'intrigue, d'absence et de la présence. Donc, nous avons connu, voilà, la tradition, si vous voulez, thomiste ou autre. On parle de l'homme, on parle de... et on se ouvre au-delà, vers le Dieu. Avec d'autres termes, n'est-ce pas, c'est moi qui se ouvre vers au-delà. Et après, je connais le Dieu. Lui, il parle le contraire. Je commence de connaître la religion historique. Voilà. J'appartiens au judaïsme, christianisme, islam, etc. Mais quand je plonge, voilà, dans la pensée philosophique de la religion, voilà, ce qui était présence de Dieu vient absence. Et donc ça veut dire, pour saisir la signification philosophique de Dieu, donc c'est ouvrir à Dieu, il faut dire adieu, donc il faut renoncer à Dieu. Ça veut dire d'être, je ne dis pas divin, mais d'être près de Dieu. Donc il faut accepter son absence, le grandeur de Dieu qui nous a créés, que nous pouvons vivre sans lui. Il semble que son athéisme de la volonté, voilà, renoncement à Dieu, c'est une condition sine qua non pour saisir l'intrigue entre l'absence et la présence. Et pour finir, n'est-ce pas, je cite quand même Pseudo-Denis ou Denis Aréopagite qui a dit « Toi qui as tous les noms et toi qui n'as aucun nom », voilà, on peut dire Lévinas, quoi, dans cette intrigue de l'altérité, il se rapproche de cette altérité. Il y a beaucoup d'expressions, il y a substitution, il y a psychisme, je n'ai pas parlé de ça. Donc il y a beaucoup de mots, et finalement, la dernière intrigue est telle qu'il n'y a aucun mot. Merci. Merci pour ce beau parcours dans l'œuvre de Lévinas. Alors il nous reste à peu près 10 minutes, on va dire, pour des questions. Voilà. Donc, qui a une question? Quel rapport faites-vous entre l'ouverture sur autrui et l'ouverture sur Dieu, sur ce qu'on a vu dans la dernière, parce que vous avez très rapidement passé dans la dernière partie. Voilà. Donc d'abord, nous avons tous une pensée, une expérience, n'est-ce pas, avec autrui. Je crois que ce qui est pour moi une nouveauté dans l'histoire de la philosophie, n'est-ce pas, que ce visage d'autrui ou la souffrance d'autrui, n'est-ce pas, nous amène carrément vers l'au-delà de lui-même. Donc il y a les traces de l'infini, ou si vous voulez, la trace de l'au-delà, qu'on peut appeler, si on appartient culturellement à une croyance, à Dieu. Mais les autres auteurs, ils font autant, n'est-ce pas? Pas autant, mais différemment, par l'expérience de l'amour, par l'expérience de la séparation, etc. Ce qui est maintenant, n'est-ce pas, pour moi nouveau, c'est pour comprendre autrui, pour les servir, pour les aider ou secourir, n'est-ce pas,
il faut renoncer de les comprendre. Il faut renoncer à cette grande illusion de les comprendre. Et donc c'est que la non-compréhension, n'est-ce pas, appartienne au respect d'autrui. Simplement, il y a un paradoxe, n'est-ce pas, que dans cette non-compréhension, autrui devient présent avec moi. Voilà cette belle pensée ou ce paradoxe, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en renonçant de les comprendre, n'est-ce pas, lui, il va m'offrir cette compréhension de moi-même, de ma vocation qui vient. Vous voyez? Et ça veut dire, en même temps, en renonçant à Dieu, vous voyez, si j'ose nommer un autre lecteur de Lévinas, mais qui est tout autre, n'est-ce pas, Vatiman, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a cessé de fréquenter l'Église parce qu'il n'a pas supporté qu'on parle de Dieu avec une telle facilité. Vous voyez? Ça veut dire, n'est-ce pas, en renonçant de parler de Dieu, en renonçant des idées de Dieu, carrément, on lui donne la possibilité qu'il soit présent dans ma vie, ou on lui donne la possibilité qu'il fasse, ou que je fasse le témoignage de lui. Oui, le témoignage. Mais vous direz nettement mieux, non? Je ne me permettrai pas. C'est ça. Vous êtes gentil. Merci. Je voulais demander ça. En focalisant l'intrigue sur l'autre, n'importe quel autre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous êtes enregistré? Oui, je suis Myriam Borati, je suis doctorante en philosophie, voilà, à l'Institut catholique de Toulouse. Une thèse sur Lévinas, justement. Voilà, ma question est celle-ci. Est-ce que, en focalisant l'intrigue sur l'autre, n'importe quel autre, quelle est la place d'Israël? Est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'Israël a une place dans cette intrigue ou pas du tout? Oui. Écoutez, d'autres sont beaucoup plus compétents de dire cela, mais ce que vous dites, hein, ça nous fait, je crois qu'on a pas une morale, mais une obligation éthique à penser à ce peuple qui souffre à ce moment-là, qui est la situation très difficile. C'est vrai, je travaille, on ne peut pas tout dire, je travaille dans l'association PEN internationale où je suis responsable pour le comité de la paix et on a fait le dialogue ensemble, là, entre Israéliens et Palestiniens. Et donc, qu'est-ce que je dois dire? C'est que Lévinas a dit, vous voyez, bien sûr, il a la justice. Bien sûr, il ne faut pas enlever à Israël les droits du peuple, ça va de soi, autrement, les droits de l'homme n'ont aucun sens. Mais en même temps, il a une phrase célèbre pour moi, il dit, la tragédie d'Israël ne sera pas d'être pire comme les autres. Ça ne sera jamais. Mais la tragédie sera d'être comme les autres. Il y a un très beau texte, n'est-ce pas? Voilà, devant les tribunaux de la transcendance. Hein. Il n'y a qu'Israël qui était capable de mettre au procès son président pendant la guerre. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, il a quand même montré qu'il a un surplus de la responsabilité. Je crois que ça c'est très important, que lui-même comprenne une élection comme une élection de surplus de la responsabilité, élection de la responsabilité. Et à partir du moment où la communauté a une vocation à jouer, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait ce surplus de la vocation. Mais en même temps, n'est-ce pas, voilà, il avait à Cérisy-la-Salle une formidable phrase avec laquelle Lévinas il a fini son propos. Il a dit, voilà, mais cette surplus de la responsabilité, il a dit, je n'ai pas le droit d'enseigner à chacun d'accepter soi-même. Donc on n'a pas le droit de prêcher, sauf à soi-même. C'est pourquoi moi aussi, ça je peux dire à moi-même,
mais pas Israël, donc je dois me taire. Merci. Bon, encore bravo.